Salut à tous, aujourd'hui c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube Training Life et j'ai la chance de pouvoir interviewer une personne que j'apprécie particulièrement et qui est Gilles Lartigot. Salut Gilles. Salut Jérémy, ça va bien? Bah ça va et toi? Nickel. Bien. Ça me fait plaisir de découvrir un petit peu ce pays là, c'est super plaisant en tout cas l'endroit, super cool. Donc Gilles, on va pas revenir sur ce que tu as déjà dit. Je pense que tes lecteurs te connaissent tes convictions et ton combat. Tu luttes pour un mode de vie sain. Tu démontres dans chacune de tes apparitions la toxicité de la société actuelle, tu informes ton public sur les dangers de l'alimentation industrielle et tu donnes des solutions concrètes pour améliorer sa santé. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas lu encore HIT à essayer de le faire pour vraiment comprendre la philosophie de Gilles et son combat. Alors, je peux juste rectifier, si tu veux, une petite chose. Ça peut apparaître comme un combat ou une lutte, mais en fait ça l'est pas. Moi je suis juste là pour transmettre des informations, raconter mon vécu, alerter sur les dangers de notre alimentation et plus généralement sur la société moderne elle-même, avec tous ses travers. Donc c'est pas forcément une lutte ni un combat. Voilà, je suis juste un témoin qui transmet des informations à ses concitoyens. Voilà. D'accord, ok, très bien. Je te laisse continuer. Donc du coup, ce que j'allais dire, c'est que j'aimerais qu'on parle de HIT, mais pas principalement à propos de l'alimentation. En fait, j'aurais juste une question surtout vis-à-vis de l'alimentation dont tu traites dans HIT. Donc c'est sur l'alimentation biologique que toi tu défends. Donc tu dis que le fait qu'on s'écarte de cette alimentation biologique, ça reflète nos priorités vis-à-vis du temps et de l'argent. Donc tu dis des priorités de temps tout simplement parce qu'il faut s'informer, il faut aller chercher cette alimentation un petit peu plus loin que le supermarché du coin de manière générale, et des priorités d'argent puisque pareil de manière générale manger bio coûte un petit peu plus cher, ça va dépendre de la saisonnalité, un petit peu plus cher que l'alimentation qui sort du circuit traditionnel. Et personnellement j'avais réfléchi à ça et je me disais que manger bio coûtait pas forcément plus cher, parce que ça dépend tout simplement le référentiel qu'on prend. Si on prend le référentiel de l'argent, bien sûr manger bio ça coûte plus cher, mais si on prend le référentiel de la santé, on peut se rendre compte que manger bio ça permet d'économiser de la santé. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas assez véhiculé, je pense. Bon, c'est une idée, bien sûr on est d'accord ou pas, mais il y a de plus en plus d'études qui tendent à dire quand même que manger bio ça permet d'économiser de la santé. Et du coup, qui dit économiser de la santé, dit aussi un petit peu économiser de l'argent, parce que ces frais de santé ne sont pas forcément gratuits. C'était une idée que j'avais, et je voulais savoir si tu pouvais me donner ton avis là-dessus. Alors c'est intéressant, ça me fait penser à l'interview que j'avais fait avec un musicien qui s'appelle Billy Sheehan, qu'on peut retrouver dans le livre. Il me dit la chose suivante: acheter de la nourriture low cost aujourd'hui, de la nourriture bon marché, c'est en payer le prix fort pour sa santé demain. D'accord. J'ai une réflexion par rapport à ça, ta question est intéressante. Mais en France, par exemple, on ne se soucie pas de nos frais de santé. On a la carte de sécurité sociale, donc on va pouvoir se faire changer par exemple un genou, même si on n'en a pas forcément besoin. C'est par facilité, en fait on ne connaît pas nos coûts de santé. Si les gens savaient ce que coûtait, si tu veux, ce que coûte aujourd'hui une chimiothérapie, ils y réfléchiraient, si tu veux, à deux fois avant d'accepter, je dirais, ce traitement qui met vraiment à mal notre système immunitaire, qui est extrêmement violent et qui est très 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 cher. Donc entre 50 000 et 100 000 euros un traitement quand même. Ouais. Donc on se fout en fait des frais de santé. C'est un des problèmes. Et ce que j'ai découvert par exemple au Canada, où les frais de santé sont beaucoup moins, si tu veux, couverts par le gouvernement québécois, si on n'a pas d'assurance privée, bien sûr, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus vigilant par rapport à sa santé. Et donc, ce je m'en foutisme français, qui n'est pas forcément légitime qu'à la France, fait qu'on se soucie moins de ce que l'on mange, parce que, en fait, on a les frais de santé qui vont être remboursés. Oui. Mais ta question est intéressante. Alors, tu soulèves le point du bio. On dit souvent que le bio, ça ne coûte pas plus cher. Ça dépend de ce qu'on appelle bio. Oui, bien sûr. J'ai fait un post que tu as vu la semaine dernière sur un coup de gueule sur le bio industriel. Je me bats aussi contre ça. Je fais mes courses régulièrement dans une enseigne qui est très très bien. Et je m'arrête souvent sur les rayonnages de pâtisserie. Bon, je suis gourmand, mais généralement je fais une pâtisserie moi-même.
Mais quelquefois, je suis tenté, tu vois. Et là, j'ai vu un cake, par exemple, un petit cake de 300 grammes, quoi, c'est rien. Tu Ouais. vois, tu en fais, c'est pas la Classique. personne, quoi. Ouais. Plus de 5 euros. Ouais, d'accord. Alors moi, j'ai 50 ans, je fais toujours le parallèle avec les francs, tu vois. Ouais. Donc D'accord. ça fait quasiment plus de 30-35 francs le cake. Et là, je me dis, ouais, Il y a un quand j'étais problème. jeune, quand j'avais 20 ans, je ne vais pas mettre 35 francs dans un cake. Il y a un souci, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, c'est un autre problème, c'est le transfert du franc à l'euro. Mm. On s'en rend pas bien compte, en fait, que ce sont des aliments qui sont très chers. Donc le bio est très cher, le bio industriel. Après, moi, je fais la promotion du bio non transformé. Le bio, c'est l'agriculture biologique. C'est une Bien sûr. agriculture qui ne va pas utiliser des produits chimiques. D'accord. Une agriculture qui va être saine, qui va donner des produits sains, D'accord. produits qui vont être hautement nutritifs. Parce que les tomates qui poussent sous serre en Espagne, pleines de pesticides, on s'empoisonne et elles sont 10 fois moins nutritives qu'une tomate qui a poussé en plein champ. Cette tomate qui a poussé en plein champ, tu ne vas pas la trouver là au mois de janvier en Provence. On est d'accord? Parce que les tomates, ça se mange généralement l'été ou début d'automne. Voilà. Mais on ne va pas manger des tomates toute l'année. Mais c'est le cas si on va faire ses courses au supermarché. Ouais. Donc en fait, je dénonce tout ça, je dénonce les habitudes d'achat, je dénonce la facilité que l'on a à aller au supermarché. Mais là aussi, on va au supermarché, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Aller sur les marchés paysans, si on a la possibilité d'avoir accès aux marchés paysans, et là en France, on a quand même une immense chance par rapport au Québec, c'est qu'on a les marchés paysans dans toutes les villes et villages de France, une fois, voire plusieurs fois par semaine. Donc il faut faire l'effort d'aller là-bas, puisqu'en plus on ne va pas tout trouver, on va trouver essentiellement les produits locaux. Donc on va manger des saisons, on va manger local, on va aider un producteur local. Ouais, c'est vrai. Donc on va faire, si tu veux, marcher l'économie locale, ça c'est très très important. On va préserver aussi ce lien social. Après on peut aller dans des enseignes, bon, je ne citerai pas le nom, mais c'est des petites enseignes qui ne sont pas encore trop industrielles, et puis où on va trouver de bons produits bio, des condiments, tu vois, des sauces, des choses intéressantes, basique, de l'huile de coco par exemple. Tu ne vas pas trouver l'huile de coco au marché, tu vois, donc tu vas dans ces enseignes-là. Mais après il faut éviter les plats préparés, et ça aussi c'était un piège de notre alimentation moderne, c'est qu'on n'a plus le temps, donc on va acheter des plats préparés. Et très souvent, et j'en connais, donc je ne balancerai pas les noms, qui achètent des plats préparés bio et qui les font chauffer au micro-ondes. Avec la dangerosité aujourd'hui qu'on connaît du micro-ondes, bon, j'en parle dans Résilience, tu as vu le show conférence, c'est quand même, je dirais, dangereux de manger cette nourriture qui a été irradiée. Mais il faut mettre les bons mots sur les bonnes choses. C'est une nourriture qui a été irradiée. Quand on fait chauffer au micro-ondes, déjà, il ne faut pas manger lorsque ça sort du four au micro-ondes. Il faut attendre 10 minutes. Ah ouais, mais c'est froid. Ah ben ouais, mais voilà, c'est froid. Faut savoir donc, non mais je pense aux mères de famille qui vont faire chauffer le biberon, tu vois, du bébé au micro-ondes. On fait chauffer de l'eau au micro-ondes. Oui, ça va vite. Donc, mais c'est juste une question en fait d'habitude. Il faut reprendre ses habitudes. Il faut être déjà conscient des dangers en fait qui nous guettent avec ces habitudes d'achat. Et puis, lorsqu'on a connaissance de ces dangers, il faut commencer à s'informer. Donc, tu connais mon discours sur les sources d'information. Bien sûr. Pas s'informer sur des médias mainstream, parce que, bon, avec la publicité, les lobbies, des conflits d'intérêts, etc., on ne va pas forcément dire des choses qui vont nuire à l'industrie qui est aujourd'hui très puissante en France, c'est l'industrie agroalimentaire. Ce que ça ne veut pas peut-être les auditeurs, c'est que l'industrie agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français. Premier secteur industriel français. Et dans cet immense secteur industriel, la plus grosse industrie, c'est l'industrie laitière. Donc voilà, après, on commence un petit peu, tu vois, ça fait réfléchir. Mon but, c'est que les gens, je les amène à réfléchir, voilà, à s'informer, à apprendre. Et puis ensuite à ne pas se laisser faire ou à tomber dans ce piège. Voilà. Donc tu vois, la problématique de l'alimentation, elle est extrêmement large. Alors, il y a c'est vrai, ce problème du prix au niveau du bio. Mais voilà, lorsqu'on essaye d'éliminer au maximum des produits animaux, parce que la viande bio, ça coûte extrêmement cher, mais bon, si on en mange une fois par semaine, c'est quand même raisonnable. Mais après, on mange quoi? Donc là, c'est mon job aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens aussi à manger 100% végétal, sans forcément les transformer en végétariens, végétaliens ou véganes. Enfin, voilà, je sais que tu es dans cette démarche-là, donc je ne veux pas... Non, bien sûr, mais c'est très personnel. Tu connais aujourd'hui, on a discuté off au déjeuner à midi, tu connais mon avis sur le sujet. Donc voilà, il faut
se réapproprier, si tu veux, cette nourriture pour être beaucoup plus en santé et pour être tributaire des services de santé, des services gouvernementaux, quoi. D'accord. Ok. Gilles, tu dis souvent j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, afin de décrire tes réactions sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux qui sont concentrationnaires. Mais est-ce que tu ne crois pas que la société est arrivée à donner un tel degré de déconnexion entre l'homme et l'animal que la réalité n'est pas plutôt j'ai vu des choses qui n'auraient pas dû exister? Très bonne question. C'est vrai que j'ai vu des choses dans les élevages industriels, pas que dans les abattoirs, hein. Les abattoirs, c'est violent, il y a du sang, bon, les animaux crient, il y a un abattage, ils sont des fois abattus aussi en pleine conscience avec l'abattage rituel, bien évidemment. Donc c'est des animaux qui souffrent, tout ça, bon, c'est la fin de leur vie, c'est un peu leur libération. Je dis, ça peut choquer, mais bon, je pense qu'un animal, lorsqu'il est élevé en conditions industrielles, n'a qu'une hâte, c'est d'en finir, aller à l'abattoir, quoi, tu vois. Donc ce qui m'a le plus choqué, oui, c'est l'élevage industriel. Alors est-ce que ça n'aurait pas dû exister? Malheureusement, ça existe. Bon, c'est un fait. On ne va pas remonter en arrière sur les causes, etc. Enfin, les causes, oui, c'est qu'on mange trop de viande. En fait, c'est nous les fautifs. On se laisse embarquer, si tu veux, par des mauvaises habitudes alimentaires qui conduisent les industriels à exploiter l'animal dans des conditions horrible. Alors, j'en discute en plus, j'ai fait une émission avec Raphaël Enthoven sur Arte qui s'appelle Philosophie. J'ai été invité pour un petit peu porter, je dirais, un contre-argument à un philosophe qui s'appelle Dominique Lestel qui a écrit Apologie du carnivore. Et en fait, lui était d'accord, il est un pur carnivore, hein, il faut manger de la viande, etc. Bon. D'un point de vue philosophique, bon, je respecte sa pensée, je ne suis pas du tout en accord avec lui, pas du tout. Mais on est d'accord sur une chose, c'est qu'on ne peut pas accepter la souffrance de l'animal telle qu'elle est conçue aujourd'hui dans les élevages industriels. On a trouvé un point d'accord. Et ça m'intéresse. Moi, je suis une main tendue avec ces gens-là, tu vois. Même les carnivores, tu n'acceptes pas ça. Non, je ne peux pas accepter. Le gars, peut-être, voilà, il va choisir sa viande, tu vois, il n'achète pas n'importe où et n'importe quoi. Donc il faut réunir en fait les gens qui proviennent d'horizons différents, peu importe s'ils sont omnivores ou végétaliens, sur la problématique de l'élevage industriel en France. Et puis bon, en France, parce que c'est mon pays, et puis j'informe mes concitoyens français. Donc il y a beaucoup d'élevages concentrationnaires en France, notamment en Bretagne avec tous les élevages de porcs. Hein. D'accord. Et ça, il faut boycotter tout simplement. Il n'y a même pas besoin de lutter ou de combattre. Tu le fais pour toi. Oui, voilà. Pour toi. Donc tu as les moyens aujourd'hui de choisir ce que tu vas manger. Ok. Donc tu peux boycotter. Moi j'ai connu l'époque dans les années 80 où il y a eu le scandale du veau. Tu sais, du veau aux hormones. Bon, tu n'as pas connu ça, tu étais trop jeune, tu n'étais pas né peut-être. Donc en fait, il y a eu, donc c'était des associations de consommateurs qui ont soulevé ce problème-là. Et donc, on a fait un haro, si tu veux, sur le veau. Donc, le cours a chuté, je crois que c'était quasiment de 70%. Quoi. Ça a été violent. Hein. C'était répercuté dans les médias, etc. Donc, ça a obligé la filière, si tu veux, bovine à arrêter d'hormoner les veaux, tu vois. Déjà, c'est une hérésie de bouffer des veaux, c'est des bébés, quoi, tu vois. C'est des vaches qui ont même pas 6 mois. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Certes, si on vit dans un monde où la moralité a encore quelque chose, représente encore quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, ce qui mène le monde, ce qui mène nos économies, ce qui mène nos politiques, hein, c'est la course à l'argent, c'est le système. Karl Marx l'a très bien défini. Hein. C'est en fait ce système en fait, capitaliste, en plus dans une économie aujourd'hui de plus en plus libérale, donc où on va obliger par exemple les abattoirs à abattre les animaux de plus en plus vite. C'est pour ça qu'ils souffrent, c'est pour ça qu'il y a des accidents. On pourrait préserver, bon, j'aime pas ce mot bien-être animal, pas de bien-être animal dans un abattoir, faut pas déconner quand même, tu vois. Mais au moins être respectueux de ces animaux, de ne pas les pousser comme ça, tu vois, dans le couloir de la mort, à coups, tu vois, de pinces pour les électrocuter, pour les faire avancer, etc. Mais parce qu'ils doivent respecter une cadence. Pourquoi? Parce que si tu abats, au plus tu abats vite, au moins tu vends cher.
Donc il y a une répercussion directement sur le prix, tu vois. C'est ce productivisme, si tu veux, à outrance, qui fait beaucoup de mal, notamment aux animaux. C'est les animaux qui sont les premiers impactés par ça. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, c'est dur, c'est des images encore qui me restent en tête. Voilà, chaque fois que j'en parle dans les show-conférences, ça me fait quelque chose, parce que c'est des images que je garderai toute ma vie, tu vois. Et ça, c'est dur, mais ça m'a fait changer en fait de mode alimentaire, et donc je ne regrette pas d'être passé par là. Maintenant, j'ai pas envie aussi de pousser les concitoyens à aller dans les abattoirs. Déjà, on ne peut pas rentrer. Donc c'est fermé, les élevages industriels pareil, on ne peut pas rentrer. Je ne dis pas que faut que ce soit ouvert au grand public, mais quand même peut-être les écoles dans un élevage industriel ou dans un abattoir, voilà, pour montrer aux enfants comment sont élevés, sont abattus les animaux. Je t'assure que tu fais des végétariens, une génération de végétariens du jour au lendemain. Hein. Paul McCartney. Ben oui, Paul McCartney l'a dit, si les abattoirs avaient des vides, tout le monde serait végétarien. Mais je te parle des enfants, tu sais, parce qu'un enfant n'a pas le réflexe de manger un animal. Bien sûr. On connaît très bien l'exemple, tu sais, du gamin qui a un lapin et puis la pomme. Et la pomme, tu vois. Donc il joue, voilà, il va pas jouer avec la pomme et bouffer le lapin, il va faire l'inverse. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, après ça c'est des exemples un peu faciles. Mais voilà, tu vois, là on est dans la pinède de mon grand-père. Donc derrière nous, il y a le vieux poulailler qui est maintenant à l'abandon. Mon grand-père ne chassait pas en fait sur cette terre-là, mais il élevait les poules. Alors, c'est vrai que quelquefois, il en consommait aussi. Et quand il chassait, voilà, il était... bon, je dirais pas respectueux, ça va choquer certains véganes. Mais en tout cas, il avait conscience qu'il avait tué un animal vivant, certes un animal sauvage. Hein, c'était pas la chasse qu'on connaît aujourd'hui avec les animaux qui sont déjà élevés, tu vois, et que tu vas laisser échapper. Bien sûr. Donc c'était vraiment des animaux sauvages. Il y en avait dans la garrigue, il y avait des lapins, des lièvres, etc., des faisans. Et donc c'est lui qui les plumait, qui les vidait, qui les faisait cuire à la broche. Et je comprends mieux aujourd'hui quand il me disait « finis ce que tu as dans l'assiette ». C'est un animal que j'ai tué quand même. D'accord, ouais. Voilà. Tu vois, il y avait ce respect qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus. Donc on nous a coupé en fait de ce lien avec l'animal. L'animal sauvage et puis l'animal aussi d'élevage. Ouais, d'accord. Justement, vis-à-vis de cette sensibilité dont tu commençais à parler tout à l'heure, j'ai lu dans un passage dans Hit qui m'a beaucoup interpellé, c'est quand tu interviews Devin Townsend, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Devin Townsend. Qui est un musicien canadien, et il y a une phrase particulièrement, c'est je crois que la connexion spirituelle que nous avons envers la nourriture est directement liée à notre propre développement émotionnel. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, et c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes qui font le choix plus ou moins grand de stopper la consommation de produits d'origine animale. C'est cette notion de prise de conscience émotionnelle et sensitive. Dans Hit, tu décris la cruauté des abattoirs, de manière assez objective en fait, mais on sent pourtant que tu partages cette sensibilité, la sensibilité de Devin Townsend. C'est exactement la même chose quand tu interviews Jean-Luc Daube. On sent qu'il y a énormément d'émotions, mais tu fais quand même le choix de garder un petit peu ce recul. Et du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de ne pas t'exprimer vis-à-vis de ta propre sensibilité au monde animal. C'est pas forcément un choix. Quand j'interviewe Devin ou que je vais revoir en plus ce qui va passer à Marseille prochainement, ou Jean-Luc Daube. Jean-Luc Daube, quand même, a visité pendant 15 ans les abattoirs. C'est lui qui a la légitimité de dire ce qu'il dit dans Hit, tu vois. Bon, moi, j'y suis allé peu de fois, tu vois, par rapport à lui. Donc j'imagine pendant 15 ans, quand tu vois en plus le gars, et tu verras dans le DVD là, que je t'ai offert, tu verras le documentaire sur la genèse du livre, où tu as l'interview entière de Jean-Luc Daube, et aussi celle de Devin Townsend. Celle de Devin Townsend, elle est cultissime, cette entrevue. Chaque fois que je la regarde, elle est vraiment très, très touchante et très profonde. Très profonde. Et je suis là en fait en tant que témoin. Donc je donne la parole à la personne que j'interviewe, tu vois. J'ai pas trop à interférer, mais c'est vrai que les larmes me sont venues quand j'ai parlé avec Jean-Luc. J'ai ressenti son émotion, voilà, je suis un être sensible, tout le monde en fait a cette sensibilité, enfin, plus ou moins exacerbée. Ouais. Mais bon, ça m'a remémoré les images que j'avais vues, ça m'a rappelé ma propre expérience, tu vois. Ok. Mais je ne veux pas aussi trop tomber dans le pathos.
J'ai vu que la plupart des gens qui ont lu Hit ont été vraiment impactés par le passage sur la viande, par le passage sur les animaux, par Jean-Luc Daube, etc. Donc quelques-uns ont arrêté quasiment de consommer de la viande, d'autres en mangent moins. Ça, c'est fantastique, d'accord. Je ne poussais pas à ça, parce que tu sais très bien que je laisse le choix à tout le monde. Bien sûr. Mais c'était, en tout cas, c'est un point qui a marqué en tout cas mes lecteurs. Mais la principale problématique, c'est la nourriture industrielle. Alors c'est vrai que l'alimentation animale, c'est une chose, parce que c'est pas un aliment comme un autre. C'est un animal qu'on a battu, qu'on a élevé et qu'on a abattu pour satisfaire nos besoins quand même. C'était un animal vivant. Ouais. Tu vois, c'est pas le cake, tu vois, que je te parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Ouais. Mais donc forcément, ça nous impacte au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui ce courant vegan, végétarien, végétalien. Voilà, je pense que c'est une vague de fond qui ne va pas s'arrêter là. Peut-être que le mouvement vegan, ça va être peut-être un peu modal, mais bon, je ne vais pas trop m'avancer par rapport à ça. Mais en tout cas, ce frein au niveau de la consommation de viande, en tout cas, est une lame de fond qui va vraiment continuer. Alors après, voilà, moi, je ne veux pas trop tomber dans le pathos. Ouais. Parce que bon, j'ai quand même une image de guerrier, je trouve que je suis dur. Voilà, dans Hit. Mais bon, tu vois très bien que j'ai une sensibilité qui transparaît lors de mes showconférences. Et voilà, moi, je veux pas trop appuyer. Tu vois, là-dessus, parce que pour moi c'est un peu facile, tu vois, de faire pleurer les gens, je comprends. ça peut être un peu facile. Donc voilà, j'en ai parlé, je continuerai à en parler, parce que c'est quand même une cause qui me tient à cœur, mais sans forcément du militantisme. Et ça, c'est une grande leçon comme a apporté Devin Townsend, parce que avant que je rencontre Devin Townsend, j'avais l'ambition de faire un livre beaucoup plus militant, beaucoup plus rentre-dedans, tu vois. D'accord. Parce que j'étais vraiment choqué par ce que j'avais vu, et j'étais horrifié que les gens en fait n'étaient pas au courant de ça. Ouais. Et c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous, lorsqu'on est, si tu veux, on voit, si tu veux, on a conscience de cette problématique, on a envie de le crier à la terre entière, tu vois, surtout à nos proches, etc. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est légitime. Après, bon, tu digères tout ça, après tu es beaucoup plus tempéré. Donc voilà, je pense que Devin Townsend m'a fait comprendre en tout cas que c'était pas lui en tout cas sa décision de militer parce qu'il est végétarien depuis qu'il est tout petit, quoi. D'ailleurs, ses fans ne le savaient pas, il a fait un peu son coming out végétarien avec mon entrevue, donc ça a surpris pas mal de ses fans. Et il expliquait que voilà, qu'il préférait séduire les gens par sa démarche, par ce qu'il était, et après les gens s'intéressaient à ce qu'il était, et puis voilà, et puis il pouvait donner des clés et des solutions entre guillemets, en tout cas des pistes, comme je fais dans Hit, tu vois. Donc de prendre le problème un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'aller te battre frontalement avec quelqu'un qui veut des fois pas forcément entendre, il y a juste à le séduire, à te montrer, à t'ériger en exemple. Voilà. Voilà ce que je fais. Après, les gens vont s'intéresser. Tiens, tu as l'air en forme, tu as l'air beaucoup plus apaisé. Ah oui, c'est peut-être parce que c'est ce que je mange mieux que ce que je mangeais avant. Ouais, ça te correspond, quoi. Donc voilà pourquoi je ne mets pas forcément mon émotion sur la table. D'accord, je comprends. On va passer un petit peu sur le sport. Donc j'ai vu dans une de tes interviews, tu disais avoir perdu une dizaine de kilos en passant à une alimentation végétale, en gagnant en qualité musculaire. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des autres points positifs ou négatifs en fait que tu as pu voir vis-à-vis du sport, vraiment suite à ce changement d'alimentation? Oui, alors ça va faire réfléchir ceux qui veulent se lancer dans une alimentation 100% végétale. Ce que je ne conseille pas, clairement. Parce que si on a comme objectif voilà, de prendre en masse musculaire, bon, ça va choquer peut-être certaines personnes, mais ceux qui en fait pratiquent la musculation vont me comprendre. Moi, je n'ai pas la légitimité de dire aujourd'hui qu'avec un régime, allez, 80% végétal, on ne va pas dire 100% végétal, allez, 80% végétal, en tout cas avec beaucoup moins de viande, de poisson, etc., de volaille, etc., on peut prendre la masse musculaire. Bon, quelques-uns disent que oui, mais moi, je n'ai pas la légitimité de le dire, parce que, pour moi, c'est pas vrai.
Moi, j'ai commencé la musculation, j'avais à peine 18 ans, non, j'avais 17 ans, c'était en France. Ensuite, je suis parti à Los Angeles, donc j'ai fait la connaissance au Gold Gym de Arnold Schwarzenegger et toute la clique des bodybuilders de l'époque. Et donc, ils m'ont dit la chose suivante, c'est l'alimentation qui va te construire. L'alimentation, c'est tes fondations, c'est les fondations de ton corps. Ensuite, ça va être la maxime no pain, no gain. Donc il faut performer à l'entraînement, faire mal à tes muscles, donc choquer tes muscles. Bon, tout ça, c'est pas très santé, tu vois, parce que quand tu te suralimentes, parce que pour gagner en masse musculaire, il faut se suralimenter. Voilà, manger plus que nécessaire. Okay. Ouais, d'accord. Donc c'est pas forcément santé parce que tu mets à mal ton système digestif. Donc voilà, pendant plus de 25 ans, j'ai mangé énormément de féculents, de pâtes, de produits laitiers, de compléments alimentaires à base de protéines de whey, de caséine, donc de protéines de lait. Pas trop de viande rouge, quoique j'en mangeais pas mal, beaucoup de volaille. Et donc je me suis construit un corps. J'étais très maigre moi à l'époque, je faisais 1m88 et je pesais 78 kg. En fait, je pesais le poids de mon père. C'était en fait notre poids de forme. Les Lartigot, on était très filiformes, très grands, très fins. Et moi, j'étais toujours très complexé par ma maigreur. Et j'ai fait beaucoup de foot donc jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai eu une blessure grave à la cheville, donc j'ai dû arrêter. Parce que j'étais sur une bonne lancée quand même. C'était vraiment une passion, j'étais pas mal doué. Et donc j'ai dû arrêter le foot. Donc je me suis lancé à corps perdu dans la musculation avec comme objectif de gagner du poids, avoir un corps musclé. Ouais. Pour ressembler aux super-héros de l'époque, c'était moi les comics, tu vois, les Batman, les Superman, les Hulk, tu vois, voilà. Des gros muscles partout. Et me voilà arrivé à Los Angeles, tu vois, au Gold Gym, donc tombant dernier avec Arnold Schwarzenegger après une séance, quoi, un truc de fou, c'était milieu des années 80, tu vois. En fait, l'âge d'or. L'âge d'or, statut grec, Tom Platz, Frank Zane, tu vois, donc Franco Columbus, etc., Bob Paris, enfin voilà, donc... Et là, je me suis dit, waouh, je vais être comme ça, quoi. Tu vois. Et donc, j'ai commencé donc, à m'entraîner fort. Donc, j'ai commencé à gagner du poids, du muscle. Parce que les 5 années, le plus important, c'est les 5 premières années en musculation. Surtout si tu commences à l'âge un petit peu vers 20 ans. De 20 à 25 ans, c'est là où tu es le corps est le plus propice à fabriquer de la masse musculaire. Okay. Ce qui est logique, c'est juste à la fin un peu la fin de ta croissance, et bon, tu as encore plein d'hormones, tu vois, tes cellules sont neuves, etc. Et donc j'ai gagné du poids, j'ai grossi, je suis monté quasiment jusqu'à 115 kg, ce qui était assez important. Puis j'avais un peu de gras, mais j'ai jamais tendance moi à faire du gras, donc je suis un physique ectomorphe. Donc moi mon problème c'était de gagner la masse musculaire. Voilà. Et donc bon après ça a un petit peu chuté, bon et tout. Je tournais à peu près, je dirais dans les 105 kg et puis quand je suis parti au Québec, donc moi je fais la musculation depuis plus de 33 ans cette année, tu vois, donc ça date pas d'hier, j'ai jamais lâché, quoi. J'en fais quasiment tous les jours, le matin, tu vois, je me mets en forme, etc. Bon, on pourra peut-être parler de mon entraînement un petit peu plus tard, mais pour moi c'est un mode de vie, c'est pas forcément un sport, c'est un mode de vie, et puis je me vois toujours maigre. Là je suis comme les gros, si tu veux qu'ils soient toujours gros, moi je me vois toujours maigre. Miroir, ouais. Apparemment moi je ne suis pas plus que ça, mais bon. Et donc quand en fait j'ai modifié mon mode alimentaire, moi de façon violente, suite aux enquêtes dans les élevages industriels et dans les abattoirs, d'un coup plus de viande, plus de lait, donc plus de protéines, parce que moi je me suis toujours complémenté en protéines poudre. Ah ouais. Donc on dit c'est mauvais pour les reins et tout, moi j'ai des reins qui fonctionnent très bien, il suffit de beaucoup boire, etc. Bon, c'est pas forcément très très mauvais. Mais aujourd'hui, le problème des compléments qu'on trouve aujourd'hui sur le marché à base de whey et de caséine, c'est pas forcément la whey et la caséine qui pose problème, quoique la caséine c'est quand même cancérigène, on le sait avec le rapport Campbell. Mais c'est tous les additifs, tous les goûts, les exhausteurs de goût, l'aspartame aussi, ou la sucralose, tu vois, il y a plein de produits, enfin des protéines. Certes, elles sont super bonnes, tu vois, mais c'est plein de cochonneries, quoi, tu vois. Et lorsque donc j'ai modifié tout ça, et surtout quand j'ai arrêté, si tu veux, viande, volaille, poisson, enfin tout du jour au lendemain, oui, en 2 mois j'ai perdu 10 kilos. C'était trop compliqué pour moi. À la limite, des fois je me forçais à manger, mon corps le refusait. Tu vois, donc là j'étais pris entre mes convictions, et j'étais à l'écoute de mon corps aussi, tu vois, de ma conscience. Donc ça a été assez traumatisant, et c'est là où je me suis renseigné, où je suis allé chercher des informations. Il n'y avait pas des sites à l'époque comme le tien où tu informes sur cette alimentation différente lorsqu'on est sportif.
ce qui est très, très intéressant. Donc je n'avais pas cette source d'information. Ouais. Donc il y avait j'ai rencontré un gars qui s'appelle Brendan Brasier, tu vois, qui est un triathlète. Mais bon, le gars, un triathlète, donc très fin, tu vois, c'était pas moi mon modèle, tu vois. Après, bon, il y a eu quelques bodybuilders qui se sont déclarés végétariens, mais bon, c'est pareil, tu te déclares végétarien, mais sur le tard, quand tu as fait ta masse musculaire, tu peux à la limite préserver ta masse musculaire. Bon, après, donc, si tu veux, après, des fois, j'avais réintégré un peu le poulet, tu vois, après, je l'ai arrêté, donc je me suis cherché, tu vois, pendant toutes ces années, etc. Mais c'est vrai, donc aujourd'hui, je fais, tu vois, je fais 96 kilos, donc c'est vrai que je suis loin de mon poids de l'époque, mais bon, j'ai plus le même âge aussi, c'est plus mon objectif. Mon objectif, c'est de me maintenir, je suis à 50 ans, voilà, j'ai le corps que j'ai aujourd'hui, avec 33 ans d'antériorité sur la musculation, avec une hygiène de vie quand même assez clean. Et donc, alors je n'ai pas souvenance de dire que j'ai une meilleure qualité musculaire, ça c'est peut-être pas forcément vrai, parce que c'est vrai que la qualité musculaire, tu le vois à la sèche, et lorsque tu veux sécher, c'est-à-dire perdre du gras, bon là je m'adresse un petit peu aux initiés, il faut que tu sois donc il faut que tu sois en régime cétogène, quoi, tu vois, hyperprotéiné et tout, et là c'est compliqué quand tu es dans un régime végétal, 100% végétal, bien sûr. pas bouffer que du soja, tu vois, sinon tu vas avoir les seins qui poussent. Donc c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Mais je te dis, aujourd'hui, c'est plus mon objectif. J'interviens encore dans le sport. Je sais que j'ai beaucoup de coachs comme toi qui me suivent. Voilà, j'ai une expertise sur les super aliments. J'ai une expertise aujourd'hui sur les protéines végétales, que je t'ai donné là, qui sont vraiment d'excellente qualité, qui sont avec un aminogramme vraiment équivalent à celle de la protéine de lait. Voilà, je trouve que un régime, si tu veux, basé sur les végétaux, alors en intégrant un peu, si tu veux, tu peux intégrer un peu du poisson, etc. Je ne parle pas des 100% végétaliens, ça, je te dis, je ne suis pas expert dans ce domaine, donc je n'ai pas de recul nécessaire. Je ne sais pas si c'est possible. Ça l'est peut-être, mais bon, comme le prouve, tu vois, je veux voir des exemples. Puis on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Oui, c'est récent. Tu vois, donc voilà, si tu veux, si un gamin aujourd'hui ou un jeune homme ou un homme veut prendre de la masse musculaire en étant végétalien, ça sera plus compliqué que quelqu'un qui a une alimentation normale. Bon, il ne faut pas décourager aussi les gens, c'est possible, mais il faut faire le changement en douceur. Pas le faire violemment comme moi. Se dire, oui, mais tu vois, Gilles Thibault, il a arrêté la viande et tout, il a perdu 10 kilos. Non, il n'y a pas que ça. Les facteurs émotionnels, les facteurs, j'étais après déséquilibré au niveau de mon alimentation, parce que tu ne peux pas tout réapprendre comme ça du jour au lendemain. Nous, ça fait 5 ans avec Valérie, ça va faire la 6e année, là. On en apprend encore toujours. Tu vois, on est en constante évolution. Donc en fait, c'est une nouvelle philosophie de vie, un apprentissage qui va se continuer encore plusieurs années. Et grâce à des sites comme toi, on peut relayer ce type d'informations et ce type d'infos. Voilà. D'accord, ok, ouais. Dans l'interview que tu as faite, je ne sais pas si tu te rappelles, avec Matt de la chaîne Wild Malt, il me semble que c'était avant une de tes dates. Montpellier. D'accord. C'était à Montpellier l'année passée. Ok, ouais. Et du coup, il te demande en fait comment tu t'entraînes actuellement. Donc tu lui parles du passé, des années d'or que tu as connu, l'âge d'or du bodybuilding, mais tu lui parles pas de l'entraînement actuellement. Du coup, je vais faire un petit peu le lourd, en fait, je vais revenir sur cette question, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que tu as changé ou est-ce que tu es resté sur fonte et haltère, ce que tu faisais déjà en fait à l'époque. J'ai quasiment fait, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais j'ai testé beaucoup d'entraînement durant toutes ces années, quoi. J'ai quasiment tout testé. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en musculation, tu peux, soit tu diminues le temps de repos, donc tu vas augmenter l'intensité, tu peux augmenter les poids, tu peux faire des poids libres, des machines, tu peux faire du progressif, tu peux faire tellement de choses si tu veux que après tu t'adaptes. Et je me suis vite ennuyé de cette astreinte à un entraînement précis. Avant, j'avais mon petit cahier, tu vois, où je notais mes poids, mes charges, tout ça. Je suis passé par là, il faut passer par là, tu vois, il faut apprendre comme ça. Aujourd'hui, je m'entraîne, et puis ça fait plus de 10 ans, hein. C'était avant aussi mon changement alimentaire, je m'entraîne plus par, je dirais, par instinct.
Si tu veux, j'ai une routine qui est un peu plus classique. Avant, c'était compliqué de trouver des salles ouvertes le samedi, le dimanche, tu vois. Ouais. Donc, ou le samedi matin, mais tu avais toujours le dimanche de repos. Donc si tu voulais faire 3 jours, un jour de repos, 3 jours, un jour de repos, tu pouvais pas. Et qu'aux États-Unis, où c'était ouvert quasiment tous les jours, tu vois, même des fois 24 heures sur 24, comme ça l'est aujourd'hui, et même il y a des salles en France qui tournent comme ça. Et donc là, j'ai toujours aimé les salles de musculation plutôt familiales. Tu vois, je suis très nostalgique, moi, quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, je m'entraînais à une petite salle qui s'appelait chez Dédé. Dédé Béranger, en fait, qui était un des premiers à ouvrir une salle, c'était près d'Aubagne, dans les années 60. Et c'était vraiment, ça a été mon mentor, quoi, tu vois. C'était une petite salle où tu étais aussi coaché par les plus anciens. C'était comme une famille, quoi, tu vois. Ouais, Donc il y en a qui vont au café ou au bar, moi j'allais à la salle de gym, quoi, tu vois. Et donc j'ai appris comme ça. Ensuite j'ai beaucoup appris vraiment à Los Angeles, quoi, aux côtés de ces grands bodybuilders. Mais moi j'ai jamais eu le trip de faire la compétition. Donc c'était vraiment moi pour si tu veux pallier un complexe de maigreur, hein. Donc j'ai beaucoup de respect par rapport à la musculation parce que ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Ça m'a donné confiance en moi. Voilà, je suis fier d'avoir ce physique-là parce que c'est beaucoup d'efforts et c'est une astreinte. Mais pour moi, c'est un mode de vie. Tu vois, c'est pas forcément un sport. Je respecte les compétiteurs, j'ai beaucoup d'amis qui font des compétitions. Mais c'est énormément de sacrifices, pas pour la gloire, c'est plutôt un sacrifice par rapport à soi-même, quoi. Tu vois, une reconnaissance par rapport à soi-même. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'ai une routine assez classique. Je fais quasiment un muscle par jour. Je m'entraîne quasiment tous les jours. Quand je suis fatigué, ben, je me repose. Okay. Voilà, après je fais par muscle, par exemple pour les pectoraux, c'est assez classique, hein. Je fais du développé, du coucher. Mais j'ai une technique en fait sur le coucher, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. Je descends plus la barre en fait au niveau du pectoral, je le descends vraiment au niveau de la gorge. Alors, certains vont dire attention à l'épaule, etc. C'est vrai, je mets beaucoup plus léger parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 50 ans, je ne soulève plus les charges que je soulevais quand j'avais 20 ou 30 ans. Tu imagines bien, avant je squattais peut-être à 250 kg, je ne squatte plus maintenant, tu vois. J'ai des problèmes au genou, donc je me contente du guidé ou des machines, tu vois, je fais plus de squat pur. Et donc, je privilégie aujourd'hui voilà, la longévité, tu vois, plutôt que la performance. Donc pour les pecs, voilà, je commence par les séries, donc je me chauffe déjà. Ensuite, je fais du développé comme ça, à la gorge, tu vois, vraiment pour étirer vraiment la cage thoracique et les pectoraux. Ensuite, je vais passer sur de l'incliné, mais là sur une machine plutôt, parce que voilà, j'ai des problèmes un petit peu d'épaule. Ensuite, je vais faire du développé halter. Je vais faire du pullover et je vais finir par du vis-à-vis. Donc ouais, t'alternes vraiment. Bah, c'est on ne peut plus classique, tu vois. Après, bon, voilà, moi je fais des séries aujourd'hui entre 6 et 15. Voilà, des fois je me sens en forme, j'essaye de mettre un peu lourd, mais je suis plus aujourd'hui omnibulé par la charge. Hein. Je vois les jeunes qui commencent, tu vois, ils s'engrainent, ils mettent des poids au fur et à mesure, tu vois, ils sont deux, ils se motivent. Moi, ça me rappelle ma jeunesse, quoi. Avant, on était fiers de passer la barre des 200 kg au squat, tu vois, c'était une performance. Mais aujourd'hui, j'ai plus le courage, je suis un feignant aujourd'hui, tu vois. Donc je recherche plus aujourd'hui, si tu veux, la congestion, le pumping, comme disait Arnold, quoi. Tu vois, la pompe, la congestion, et c'est de plus en plus dur. Hein. C'est pas tous les jours je sens la congestion. Et même si tu t'alimentes bien, etc., je pense que c'est un peu aussi à cause de l'âge. Et donc, voilà, je fais des séances très courtes, par contre, 45 minutes, pas plus, parce que je fais qu'un muscle, tu vois, donc je finis toujours par des abdos ou des étirements, voilà, donc je fais pectoraux, je fais ensuite dorsaux, je fais épaules, je fais bras, bon des fois je fais biceps, triceps dans la même séance, ou je fais biceps, triceps, tu vois, et les jambes. Mais après voilà, c'est une routine. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un entraînement à l'instinct, parce qu'aujourd'hui, bon, sans trop me vanter, je connais à peu près tous les mouvements, les machines. Voilà, j'ai toujours plaisir. Bon, quand j'étais, tu vois, à Saint-Élie-de-Caxton, quand je me suis entraîné dans les bois, avec le TRX à l'extérieur, avec des poids libres. Alors j'ai découvert un truc là-bas qui était génial et je les ai ramenés ici. C'est des power blocks. Tu connais ça, les power blocks? En fait, là-bas, j'avais juste un banc, tu vois, un banc incliné que je pouvais incliner. Une machine pour faire les tractions, c'était tout. Et j'avais 2 haltères.
Et c'est des haltères en fait qui vont jusqu'à 50 kg Ah, d'accord. et que tu peux descendre jusqu'à quasiment 10 kg. En fait, c'est des plaques. Ouais, Alors c'est bizarre parce qu'en fait c'est des parpaings, tu vois, le sont quasiment, on dit ça ressemble à un parpaing, tu vois, rectangulaire. Donc tu bon, règles, et en fait tu règles par un principe, si tu veux, de petites languettes. En fait, tu lèves en fait des plaques. D'accord. Ok, ouais. Et avec 2 haltères, tu as Ouais, pas voilà, de truc de poids. tu enlèves, je crois, à chaque fois 5 kilos, tu vois. Donc Ok. c'était vachement pratique. Mais c'était dur, tu vois, parce que moi je vais à la gym pour voir aussi du monde. En fait, je parle pas, hein, je m'entraîne, tu Ouais. vois, mais quelquefois, bon, comme j'ai pas un entraînement vraiment figé, bah, je parle un petit peu. C'est une façon pour moi aussi de sortir de mon quotidien, parce qu'avec Valérie, on est tout le temps à la maison, on travaille chez nous, tu vois. C'était de voir du monde, et j'aime bien l'ambiance des salles de gym. Et là, je m'entraîne en ce moment dans une chaîne low cost, parce que ben, il n'y a plus de petites salles de gym comme j'avais connu à l'époque. Et c'est vrai que le low cost, enfin, pour moi c'est intéressant au niveau du prix, c'est certainement, mais aussi au niveau des heures d'ouverture, tu vois. Ouais, C'est de 6h à 22h. Alors, bon, moi c'est souvent le matin, donc je me lève assez tôt, je commence ma journée avec mon heure de gym, tu vois. D'accord. Je prends ma douche et après j'ai fait ma journée. Ouais. Quand j'ai commencé, par contre, je m'entraînais essentiellement le soir, après le travail. Ensuite, progressivement, j'ai eu une époque où je me suis entraîné entre midi et 2. Et depuis que j'ai arrêté en fait de travailler normalement, entre guillemets, avec le réveil et un travail assez astreignant, stressant, donc depuis 2010, en fait, je m'entraîne le matin. D'accord. Et j'ai besoin de ça. Valérie pourra te le confirmer, quand je me lève le matin, je suis un ours, ouais, elle rit toujours aux éclats, tu vois, elle s'éclate et tout. Moi, il faut me laisser tranquille, là, je mange à ce moment, au petit déjeuner, je mange un avocat et puis 3 œufs. Et puis je file à la salle de gym. Et après, voilà, je finis ma salle de gym, je mange mes 2 bananes, des dattes, mon shake de protéines. Voilà, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Ouais. Ah, moi, c'est vital. D'ailleurs, quand je pars en tournée, souvent on me demande, on me propose de m'entraîner lorsque je suis dans des villes, Strasbourg, Lyon, etc. J'ai pas forcément le temps, et surtout, je privilégie, quand je suis en déplacement, je privilégie le repos. Déjà, c'est compliqué pour nous nourrir. On part avec beaucoup de réserves. Mais à un moment donné, il n'y a plus de réserves. Donc, on va refaire les stocks. Ou quand on s'arrête sur des aires d'autoroute, malheureusement, c'est tellement dégueulasse que même si je prends que des légumes, des frites ou des trucs comme ça, c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est insipide, c'est sans goût. Donc, c'est compliqué. Et alors, donc, si en plus je m'entraîne dessus, c'est pas la peine, tu vois. Donc, je privilégie vraiment le repos. Et ça me fait de bonnes coupures. Ça me fait de bonnes coupures. En plus, je mange pas mal de dattes et tout. Je mange des fois, je suis chargé en glycogène, tu vois. C'est comme si je fais un rebond. C'est-à-dire que je me rentraîne, je suis énorme, tu vois. Et donc, j'ai de bonnes sensations. Après, quand je reviens de 3-4 jours de tournée, je me repose après. Et puis, quand je recommence la gym, j'ai une très bonne sensation. Ouais, t'as tes petites habitudes avec les tournées, quoi. Ça Ouais. s'est mis en place. Ouais, ça c'est parce que sinon, voilà, là, ça fait 1 mois et demi qu'on est là, j'ai dû prendre peut-être 3-4 jours de repos, c'est tout. Voilà. Okay. Mais bon, je m'entraîne pas, je dirais, de façon intensive. Oui. Donc moi, c'est plus un besoin de sortir de la maison, de voir des gens, de me dépenser, prendre ma douche chaude, et puis c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis content de le faire. J'ai toujours cette sensation de bien-être, tu vois, après la séance de sport. Ouais, À la limite, c'est ça qui manque, tu vois, c'est ce bien-être. Alors, quand je suis en tournée, c'est vous qui me le donnez, le bien-être, parce que vous me donnez tellement d'amour et de choses positives que c'est incroyable quand tu vois 200, 300 personnes et tu les rencontres après à la fin, tu serres la main, tu fais des accolades, ça te nourrit, ça. C'est ça, en fait, qui m'a fait aussi, tu vois, me rendre compte qu'il n'y a pas que la nourriture physique. Il y a la nourriture émotionnelle. Je vais te raconter une petite anecdote à ce sujet. La première conférence qu'on a fait à notre retour en France, c'était début 2014, dans une église qui s'appelle Sainte Rita, à Paris. Bon, ça a été en fait un concours de circonstances. C'est un lecteur qui m'a proposé de soutenir aussi la cause de cette église, parce que là, elle est menacée de destruction. En fait, ça a été jugé, etc. Mais il y a une pression aujourd'hui des habitants. Ils ne veulent pas qu'elle soit détruite, parce qu'ils veulent construire, je crois, des logements sociaux ou des parkings, tu vois, à la place d'une église. Et c'est une église, en fait, où le prêtre, en fait, bénissait les animaux, tu vois.
Et donc, bon, voilà, il nous la mettait gracieusement à disposition. Nous, on a partagé la recette, tout ça. Et puis, bon, la première show-conférence en France, donc on l'a fait à Sainte-Rita. Il y avait à peu près, je pense, 150 personnes. On avait rempli tous les bancs de l'église. Le prêtre était super content, tu vois. Il dit, oh, ça ramène du monde. Et donc, là j'ai fait mon premier show. Et c'était nouveau pour moi. C'était le tout premier, tu vois. On en a fait 3 ou 4, je crois, au Québec. Il y a quasiment personne, quoi. Il y avait 20 personnes. En plus, c'était que des potes, tu vois. Bon. Voilà, en plus, à l'époque, on faisait ça même gratuitement, tu vois. Enfin, les gens n'étaient pas trop investis. Voilà. Mais c'était le début. Et puis, quand on est revenu en France, on a vraiment reconnu cette ferveur. Et là, à Paris, j'ai vraiment eu un choc, tu vois. J'ai vu la réaction du public. Ça a été incroyable. Ça m'a nourri, tu vois. Et pendant quasiment 2 jours, j'ai mangé, mais bon, des bricoles. Je mange pas beaucoup, moi, mais je mange souvent. Tu vois, donc j'ai un métabolisme rapide, donc je brûle très très vite, tu vois, mes calories, tout ça. Donc j'ai besoin de réalimenter la machine, tu connais ça. Et là, en fait, j'avais pas besoin de ça. Et j'ai eu des montées, si tu veux, d'émotions, allant du rire aux larmes, tu vois, suite à ce premier show conférence. Et c'est pour ça que je te dis, il existe aussi une nourriture émotionnelle, il ne faut pas la mettre de côté. Il faut toujours avoir plaisir à manger. Et quelquefois, j'ai un ami qui est compétiteur et je le vois, et il a toujours ses tupperwares, il se prépare, tu vois, ses 6 ou 7 ou 8 repas par jour, tu vois, sous forme de tupperware, tout ça. Et je sais qu'il mange toujours la même chose et je sais très bien qu'il se reconnaîtra s'il m'écoute, mais il ne m'en voudra pas. Et je trouve que c'est monotone, tu vois, et je pense qu'il n'a pas plaisir à manger. Je lui dis, si tu n'as pas plaisir à manger, tu ne vas pas forcément bien l'assimiler. Tu vois, c'est ce que je reproche à ceux aussi qui comptent les calories, ceux qui sont... tu es trop calculateur en fait, ça te prend trop la tête. Et à trop calculer, voilà, c'est astreignant. Et puis je ne sais pas si ça te profite vraiment. Voilà, il faut privilégier le plaisir. Bon, il faut aussi avoir une assiette équilibrée, il faut que ça corresponde à tes besoins, il faut, voilà. Mais tu peux faire de façon peut-être un peu plus ludique. Ouais, je comprends, ouais. D'accord. On va changer un petit peu de sujet, Gilles. On va parler du survivalisme. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que c'est pas assez partagé au jour d'aujourd'hui. Personnellement, je pense que ça s'explique quand même un petit peu par la consommation, la société de consommation, voire de surconsommation. Bon, c'est un avis personnel. Mais du coup, je voulais que tu nous donnes une explication pour les gens qui connaissent pas donc le survivalisme. Et comment est-ce que toi, tu l'impliques dans ton quotidien ? Le survivalisme, j'en parle dans Résilience. Ce résilience, c'est un mot que j'ai connu par le courant survivaliste. Le survivalisme, en fait, je ne savais pas ce que c'était. Je suis tombé un jour par hasard, mais je sais très bien, et tu le sais très bien, que le hasard n'existe pas. Donc, on m'a mis sur ma route une fois un bouquin qui s'appelait... si j'ai bonne mémoire, comment survivre à l'effondrement économique. C'était un livre de Piero San Giorgio, qui est un auteur suisse. Que tu as interviewé, non ? Alors, quand j'ai lu ce livre, si tu veux, on était en pleine réflexion avec Valérie. Tu nous imagines donc à Saint-Étienne-de-Caxon, au fond des bois, premier voisin à des kilomètres, tout petit village, bon, quand même vachement isolé. Et on avait commencé, bien sûr, quand on nous a loué, si tu veux, cette vieille maison, le propriétaire nous a dit faites des réserves, quoi, parce que des fois l'hiver, vous allez avoir des pannes d'électricité, des fois vous allez avoir pas d'eau courante, etc. Donc il faut que vous ayez des réserves pour subvenir à vos besoins. Et donc, ça m'a fait penser en fait à mon grand-père, à la cave, tu vois, de mon grand-père, où il y avait toujours de quoi manger, quoi boire, avec le bon pinard, tu vois, des bonnes petites conserves, voilà. Donc on a commencé bien sûr à avoir des réserves alimentaires, on a commencé à décontaminer son eau, tu vois, on a eu une bonbonne qui s'appelle une bonbonne Berquet avec des filtres à charbon, totalement autonome, sans électricité, etc., pour pouvoir décontaminer l'eau. Enfin, tu prends n'importe quelle eau, tu peux faire déneiger de l'eau du lac, à la limite, parce qu'on habitait à côté d'un lac, etc., ou de la neige, enfin peu importe, et tu as de l'eau pure, c'est-à-dire débarrassée de tout perturbateur endocrinien, résidus médicamenteux, tout, tu vois. Donc ça c'était... Et donc j'étais dans cette démarche-là, sans connaître le survivalisme. Et je tombe donc sur ce bouquin-là, avec une chronique, je ne sais pas où je l'ai lu, je ne me souviens plus,
Et donc, j'ai été absorbé par ce bouquin, quoi. Bon, déjà, après, bon, il fait un constat qui est celui de l'auteur, hein, sur l'effondrement économique là, qui s'annonce. Voilà, après, bon, c'est quelque chose qui traite un peu plus de politique, aussi d'économie, etc. Ouais. Bon, ce sont des sujets, tu sais, qui m'intéressent, mais... Et il parlait donc de ce courant survivaliste où il explique ce qu'est une base autonome durable, avec les différents points, avoir des réserves d'eau. Il faut avoir minimum 10 litres d'eau par personne. Voilà, parce que l'eau, en fait, tu peux te priver de manger, on le sait avec le jeûne, tu vois, mais l'eau, c'est la vie, quoi. Si t'as pas d'eau, tu meurs, tu vois. Donc, il faut avoir de l'eau, des réserves de nourriture, la santé, après des trucs pour te débrouiller au niveau médical. Alors, c'est vrai que nous, on était en plus à 2-3 heures du premier hôpital. Bon, en plus, Valérie est herboriste, donc on a pris des cours de premier secours, etc. On était équipés. Donc, on avait fait, en fait, cette démarche-là de façon inconsciente. Et tout ce que j'ai lu dans le bouquin, ça m'a passionné. Et donc, j'ai pris l'initiative de contacter, en fait, ce gars-là, Piero San Giorgio, et puis on s'est parlé sur Skype, et puis on a échangé sur ce sujet-là, et voilà, après je l'ai revu en France. Donc j'avais vu quand il est venu, en fait, je sais plus où on s'est rencontrés, je crois que c'était au Québec, et puis on a fait une entrevue sur le sujet, qu'on peut trouver sur YouTube, ouais, donc... Voilà, où je parle en fait de ce courant survivaliste, et puis pour moi le survivalisme c'est faire acte de résilience, quoi. Retrouver en fait de l'autonomie. C'est en fait un peu un pied de nez aux sociétés oligarchiques, tu vois, à tout ce système aujourd'hui qui veut nous faire consommer, surconsommer, pas penser à faire des réserves. Alors là, je me fais la réflexion, tu vois, quand je vois des mouvements sociaux où les routes sont bloquées, où il n'y a plus d'essence, tu vois. Il y a des gens qui se font agresser, quoi. Ils se font taper à coups de batte de baseball, tu vois. Ça s'est passé dans la région de Marseille, un pompiste qui voulait plus servir et tout, tu vois. Le mec s'est fait agresser. Je me dis, waouh, attends, tout va bien, quoi, tu vois. C'est pas la guerre civile. C'est les mecs, ils sont prêts à se battre pour avoir de l'essence, tu vois. Donc moi, je suis content, j'ai mes jerrycans d'essence, tu vois. D'accord. Pas de stress. Pas de stress, tu vois. Bon, c'est pas que je suis content lorsqu'il y a des grèves. Mais bon, voilà, je vois la panique, tu vois, tout autour, parce que les gens n'ont pas pensé à faire des réserves. Bon, faire des réserves, là, je suis en campagne, et c'est facile, hein, j'ai un hangar, je peux mettre l'essence. Bon, tu habites dans un immeuble, dans un HLM, tu stockes l'essence, il vaut mieux avoir une cave, tu vois. Et encore, je sais pas si c'est légal d'avoir l'essence dans une cave. Bon, l'essence, c'est un détail, mais bon, voilà, l'eau, la nourriture, etc. Donc, voilà, j'encourage les auditeurs à découvrir en fait le survivalisme. Alors il y a une mauvaise image du survivalisme, c'est le gars hyper, si tu veux, armé, tu vois, qui croit voilà, à une explosion nucléaire, etc. Bon, après, comme tout courant, si tu veux, sain, logique, avec des valeurs quand même de nos anciens, c'est un petit peu pris à la légère par les médias dominants. On a tendance à se moquer de ces personnes-là. Bah, qui se moquent aujourd'hui, si jamais il y a un souci, ils se moqueront moins demain, quoi. Voilà. Alors Gilles, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais Leonardo DiCaprio a sorti un documentaire il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Avant le déluge et qui traite de l'état de santé actuel de la planète. Dans ce documentaire, on ne nous donne pas la première cause des émissions de gaz à effet de serre, donc ça traite de la pollution. Je pense que tu as pu le voir avec tes recherches, mais c'est la production de viande qui est bien loin devant l'automobile et tous les autres moyens de transport. Et je voulais savoir comment est-ce que tu peux expliquer le fait que ces informations ne soient pas autant diffusées. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a encore des conflits d'intérêts un petit peu derrière tout ça ? Je sais pas, je suis pas trop au fait de la question, parce que je sais que le réchauffement climatique, si tu veux, c'est une théorie, hein, en fait, qui est mise à mal, hein, qui fait partie aussi de cette propagande mondialiste. Hein. Je sais pas, je suis sceptique là-dessus, par rapport, si tu veux, à l'exploitation, moi, aux élevages industriels que j'ai pu voir, par exemple, aux États-Unis, et c'est vrai que c'est tout à fait logique, quand tu vois des dizaines de milliers de bêtes qui sont rassemblées au même endroit, avec les gaz que ça dégage, la puanteur que ça dégage, forcément, ça a un impact, presque ça a un impact dans le monde, etc. Je sais qu'en étant proche de Paul Watson, je sais que l'importance de l'océan, en fait, qui régénère tout ça, tu vois, la préservation des océans, il y a tellement aujourd'hui de causes, si tu veux, à défendre, que j'invite, en fait, tout le monde à prendre fait et cause pour un certain militantisme, quoi, une cause qui est légitime, bon, si possible, entre guillemets, locale ou nationale, de ne pas partir sur des idéaux qui sont inatteignables. Mais voilà, en fait, peut-être que cet oubli
Je sais pas, c'est peut-être qu'un oubli, mais en tout cas, on en parle de plus en plus que cette production, si tu veux, de viande. Bon, aujourd'hui, on le voit avec le marché des Chinois qui va encore augmenter cette production de viande. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, on ne pourra pas aujourd'hui, on n'a pas d'impact, si tu veux, au niveau politique. Ce qui intéresse aujourd'hui les politiques, c'est l'opinion publique. On a vu aujourd'hui avec les abattoirs où il y a eu une commission d'enquête, je ne sais pas si tu as suivi ça, pendant 6 mois, des députés ont travaillé avec une commission d'enquête. Donc là, ils vont nous mettre des caméras dans des abattoirs pour surveiller ce qui s'y passe. Moi, si tu veux, c'est quelque chose qui me fait sourire, parce que ça aussi, c'est de l'enfumage total. Dans tous les abattoirs, il y a des vétérinaires, des services vétérinaires. C'est Jean-Luc Daube qui le dit dans mon livre. Tous les jours, à toutes ces visites, à chacune de ces visites, il y a eu des infractions qui étaient notées par les services vétérinaires. Mais ils n'avaient pas de suite. Donc maintenant, c'est quoi? Ça va être filmé, mais qui va dénoncer alors? Qui va dénoncer? Ah oui, mais c'est filmé, on a mis des caméras. Tout ça, c'est pour apaiser la colère. Donc j'encourage tous ceux qui se battent aujourd'hui vis-à-vis de ces conditions abominables d'abattage à continuer à poursuivre en fait ce combat en fait. Voilà, cette cause. Voilà, j'aime pas employer le mot combat, mais cette cause. Mais ça, c'est de l'enfumage. Donc, ce qui intéresse les politiques aujourd'hui, c'est de faire plaisir à l'opinion publique. Donc, je vois que tout le travail fantastique qu'a fait L214 avec Brigitte et tous ses collaborateurs, ça a permis de faire bouger certaines choses. Mais bon, elle a raison aussi de ne pas se satisfaire de ça, parce que ça, pour moi, les vidéos dans les abattoirs, c'est de l'enfumage. Qui est-ce qui va dénoncer qu'il y a eu des problèmes dans un abattoir? S'il n'y a pas les caméras infiltrées d'L214, il y a les services vétérinaires. Et je te dis, les services vétérinaires, les procès-verbaux n'ont pas de suite. Voilà, caméra ou pas caméra. Alors Gilles, j'ai une dernière question pour toi. Tu demandes à la fin de HIT s'il existe un espoir au professeur Pierre-Marie Martin. Et j'aimerais te poser la même question, tout simplement, connaître ton opinion personnelle. Tu as passé des années à te renseigner sur les scandales alimentaires, le manque de temps des consommateurs, les problèmes liés à l'éthique, l'utilisation des produits chimiques, les lobbies, les conflits d'intérêts. On a toutes les raisons de penser que les consommateurs préféreront toujours la facilité dans les achats. Et sans chercher à se projeter au-delà de leur propre existence, entre guillemets. On a également toutes les raisons de penser que l'industrie agroalimentaire préférera toujours l'argent à la santé et à l'éthique, sans chercher à faire des efforts pour proposer des produits sains et durables. Est-ce que toi, Gilles, tu penses sincèrement qu'il est possible d'obtenir un changement dans la mentalité humaine, de dépasser ces notions de fainéantise d'un côté pour les consommateurs et d'argent de l'autre pour l'industrie? Non, je pense pas. Je suis peut-être encore trop pessimiste. Je pense que c'est une évolution, en fait, je dirais normale. Et c'est vrai que je dirais, toutes nos habitudes, en fait, et ce productivisme aussi à outrance a été accéléré depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et dans Résilience, j'explique un petit peu pourquoi, les causes et les effets. Et donc, en fait, c'est un travail qu'on doit faire aussi à titre individuel. Et je pense que la clé aujourd'hui, hein, vraiment la clé, on parlait de musculation, aujourd'hui il faut être fort, avoir des muscles, tout ça. Bon, peut-être à l'époque des Vikings, ça pouvait servir à quelque chose, tu vois, parce qu'on pouvait faire, si tu veux, respecter la loi ou se faire respecter avec quelqu'un d'autre par la force et la violence. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on se réapproprie notre logos, c'est-à-dire la faculté aussi que nous avons à nous exprimer. Et donc, il faut apprendre. Et il ne faut pas se contenter de se laisser divertir par les médias mainstream. Bon, je fracasse pas trop la télévision parce que je suis invité de temps en temps aujourd'hui, mais c'est du divertissement. Moi, quand je vais à des émissions comme Ardisson ou Polonium, etc., c'est du divertissement. On est là pour divertir les gens. On n'est pas là pour les informer. On n'a pas assez de temps. Donc, en fait, j'invite ceux qui nous écoutent à essayer de se réapproprier cette envie d'apprendre et de se coucher peut-être plus intelligent que la veille. Et d'arrêter donc de se laisser divertir par la télévision, par toutes les séries, les films, etc. Qu'on aille de temps en temps au cinéma, avoir de belles conditions et long métrage, même un blockbuster américain, tu vois. Je suis pas anti-américain par rapport au cinéma, mais il faut se réapproprier cette envie d'apprendre. Et pour ça, il faut se dégager du temps. Mais du temps, on en a. Et il faut réapprendre à lire.
Lire, c'est très important. Je l'ai vu pendant mes enquêtes. Moi, j'ai énormément appris en lisant des livres, pas en regardant en fait un poste de télévision ou un documentaire. Et aujourd'hui, il y a plein de sources d'informations sur Internet. Il y a des documentaires qui sont de plus en plus professionnels, entre guillemets, au niveau du tournage, etc. Donc certes, il y a encore beaucoup de choses, mais ce qu'on fait là, on voit, c'est amateur, quoi. On n'a pas de moyens, tu vois, c'est normal, mais en fait, on délivre aussi un message. Et ça, c'est très important de se réapproprier ces sources d'information, parce que c'est grâce à ça, en fait, qu'on va se défendre. Parce que on a discuté ce midi, en fait, le principal atout des politiques, c'est de maîtriser le logos, de maîtriser l'expression, de maîtriser la rhétorique. Et peu importe ce qu'on va leur balancer comme argument, en fait, ils sont, si tu veux, ils sont spécialistes dans cette façon, en fait, de pouvoir te répondre, tu vois, et de retourner la situation, etc., ce qu'on appelle la langue de bois, etc., etc. Et donc, pour pouvoir aujourd'hui se battre à armes égales, c'est pas la force physique qui compte. Il faut se muscler le cerveau, voilà. Et il faut surtout réapprendre à écrire l'orthographe. Moi, quand je lis les commentaires, même sur ma page Facebook, il y a des choses vraiment qui sont très, très bien formulées ou très intéressantes. Ouais. Il y a plein de fautes d'orthographe. Ouais. Merde, c'est important l'orthographe, tu vois. Ouais. C'est très important. Voilà, et on nous fait croire que non, c'est pas très important. J'écoute la ministre de l'Éducation dire ouais, mais bon, c'est dit, on sait pas, c'est pas très important l'orthographe. C'est surtout la phonétique, tu vois. Non, c'est pas la phonétique, c'est l'orthographe. Maîtriser la langue française, voilà. De façon orale, de façon écrite. Et donc s'informer, prendre plaisir aussi à ça, parce que c'est le plaisir qui doit nous conduire, tu vois, que ce soit pour cuisiner, que ce soit pour manger, que ce soit pour faire du sport, que ce soit voilà, dans la vie de tous les jours. Donc c'est ça le message le plus important, c'est de se réveiller, de se déconnecter de cette matrice. Et le film Matrix est une très très belle métaphore du monde qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc il faut se déconnecter en fait de cette matrice. Et pour arriver à se déconnecter de cette matrice, il faut arriver à se déconnecter déjà des sources d'information des médias mainstream. Télé, radio, presse papier, etc. Voilà. Les propriétaires de ces médias aujourd'hui sont des banques d'affaires, sont des milliardaires et sont des fabricants d'armes. Hein. Donc c'est pas des gens forcément qui veulent nous apprendre et qui veulent nous rendre intelligents. Hein. Ok, donc il faut qu'on se réapproprie ça. C'est notre arme aujourd'hui pour survivre. D'accord, ok. Bah écoute Gilles, pour moi c'est tout bon. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et puis je te souhaite plein de courage pour la suite. Et puis peut-être à un de ces quatre alors, ça marche? Nickel. Merci.